Bonne journée à tous. En début de matinée, ce mardi, un homme âgé de 30 ans a été tué par balle à Venzolas, sur le parking d'une résidence se trouvant dans le secteur du Cap Sud. Peu d'informations filtrent pour l'heure, si ce n'est que les secours se sont rendus sur place, ainsi que la gendarmerie. Nous aurons bien entendu l'occasion d'y revenir. Un accident de la circulation s'est déroulé à Luciana hier en soirée vers 19h pour des raisons qui sont encore indéterminées. Une voiture et une moto sont entrées en collision sur la route territoriale 10. Dans cet accident, le motard, âgé d'une vingtaine d'années, a été sérieusement blessé aux jambes. Il s'agit de la seule victime de cette collision. Les sapeurs-pompiers de Luciana se sont rapidement rendus sur les lieux de l'accident. La victime a ensuite été évacuée vers le centre hospitalier de Bastille. Comme annoncé après l'agression d'une enseignante de l'école primaire Ange Brand Defendini par la mère d'un élève vendredi dernier, un débrayage a eu lieu dans les différents établissements scolaires de Corse. Du côté de l'école Defendini, le recteur d'académie de Corse, Rémi-François Paolini, avait fait le déplacement pour une réunion avec direction, syndicats et mairie de Bastia. L'occasion pour lui de venir apporter son soutien à une communauté scolaire où les tensions sont légion. En effet, avant cette agression de vendredi et sans aucun lien avec cette dernière, le recteur de l'école maternelle avait fait l'objet, selon les syndicats, d'un dépôt de plainte. Il y a quelques semaines, un parent d'élève l'accusant de violence à l'encontre de son enfant. Pour Rémi-François Paolini, l'accompagnement des enseignants pris dans la tourmente est la priorité du rectorat. On écoute Rémi-François Paolini. Il y a deux messages qui sont importants aujourd'hui, qui expliquent ma présence à l'école des Fendines. D'abord un message de soutien aux équipes de l'école et en premier lieu à l'enseignante, à la collègue qui a été agressée vendredi dernier. Donc c'est le rôle du recteur d'être aux côtés de ses équipes, je dirais dans les bons moments et dans les moments plus difficiles pour la communauté éducative. Ça c'est le premier temps, et aussi envoyer à l'adresse de l'ensemble, je dirais, de la communauté éducative, le fait que nous avons un message de fermeté, qu'aucune agression, aucune violence, aucune menace à l'encontre de nos enseignants et de nos personnels ne peut être acceptée. Et je tiens à remercier l'ensemble des services qui se sont mobilisés très fortement dès vendredi, puisque vous avez eu qu'une réponse immédiate a été donnée à cette agression avec placement en garde à vue et la personne mise en cause qui est déférée, qui sera jugée très prochainement. Nous avons mis en place dans l'académie depuis quelques mois un dispositif précis pour pouvoir réagir dès qu'un événement de cette nature intervient. Je préférais évidemment qu'il n'y ait aucun événement de cette nature, et la violence sous toutes ses formes n'a pas sa place dans l'école de la République, mais nous avons aussi des dispositifs qui, lorsque des événements, heureusement qu'ils restent très limités encore, s'interviennent, nous puissions réagir immédiatement et montrer que la fermeté doit l'emporter dans une affaire comme celle-ci. Je ne vais pas rentrer dans, je dirais, le détail de l'affaire qui est maintenant judiciarisée. Je dirais qu'on part d'une discussion qui est normale entre les parents d'élèves, une mère d'élèves et puis l'institution scolaire. Il y a place au dialogue, il y a place aux échanges, il y a aussi la place parfois à des désaccords. Tout ça se discute au sein de l'institution scolaire. Il n'y a pas de place en revanche pour la violence, et là on a une discussion qui à un moment donné a dégénéré avec un acte de violence à l'encontre d'une enseignante. Et encore une fois, c'est inacceptable, c'est intolérable et nous ne pouvons pas laisser passer. Et puis visiblement, ce ne serait pas le seul point de tension ici du côté de l'école des Fendines, puisqu'il y aurait eu un dépôt de plainte contre le directeur de l'école maternelle. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus à ce sujet? Non, j'ai pas d'éléments là-dessus, puisque vous évoquez là une procédure qui serait, en tout cas un dépôt de plainte qui serait ouvert. Je vais voir ce qu'il en est, mais je n'ai pas d'éléments sur ce dossier. Je crois que la réaction, elle est là. La communauté éducative, elle fait corps aujourd'hui, ma présence ici, avec le maire de Bastia. C'est très important de montrer aussi, nous travaillons main dans la main, la commune, l'académie, au soutien de la communauté enseignante et des personnels aussi. Il n'y a pas que les enseignants qui peuvent être, je dirais, victimes de tels agissements. Donc nous faisons corps, nous sommes là, nous réagissons, nous sommes au soutien des équipes. Nous avons tous les outils mis en place pour venir en protection de nos enseignants. Le mieux évidemment, c'est de pouvoir prévenir. Moi j'en appelle aussi à la mobilisation des parents d'élèves, de l'ensemble de nos intervenants autour de l'école. Pourquoi? Tout simplement pour assurer à nos élèves un climat serein, apaisé. C'est le climat dont ils ont besoin pour leurs apprentissages, leur épanouissement, leur développement, et je crois que c'est le rôle de l'école. Il s'agissait de Rémi-François Paolini, recteur de l'Académie de Corse. Du côté des syndicats et du syndicat Stupéfaction en particulier présent sur place, on a souligné la multiplication des incidents entre enseignants et parents d'élèves dans toute la Corse. Pour Fabien Minéo, on assiste en Corse à une américanisation des rapports entre enseignants et parents, avec une tendance de plus en plus procédurière. Ce débrayage ne suffira pas à ses yeux et devra être suivi d'autres actions pour entraîner une prise de conscience. On écoute Fabien Minéo.
Alors oui, le débrayage, c'est voulu dans toutes les écoles et tous les établissements scolaires de Corse. Aujourd'hui, nous félicitons de la présence du recteur, du représentant de l'inspection académique, des collègues de l'institution du collège, des syndicats. Et effectivement, nous sommes là pour discuter avec le recteur et pour dire que ce débrayage ne suffira absolument pas. Les actes depuis quelques mois se sont multipliés. Aujourd'hui, ce sont des réponses fortes que les collègues attendent pour pouvoir aller travailler dans des conditions sereines. Globalement, depuis quelques mois, il y a un climat tendu du côté de l'école des Fendines, aussi bien à la maternelle qu'au primaire, c'est ça? Alors oui, il y a eu une mise en cause du directeur de la maternelle. On l'a vu sur les réseaux sociaux aussi, et nous le condamnons et nous le dénonçons. Une plainte a été déposée contre lui, alors que les faits, ils sont instruits par la justice, mais pour nous, il est clair que le collègue est un professionnel et qu'il ne frappe pas les élèves. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un climat délétère, il y a une américanisation des choses qui se fait. On porte plainte pour un oui, pour un non. Et surtout, on voit que les fonctionnaires aujourd'hui, que ce soit à la préfecture, aux impôts, ne sont plus disponibles, ou en tout cas on rappelle les règles de mise en cause. Aujourd'hui, le seul fonctionnaire que l'on peut toucher, que l'on peut approcher, ce sont les enseignants. Donc là aussi, il va falloir que l'institution prenne ses responsabilités et nous protège. Il y a eu cette plainte de l'enseignante. Est-ce qu'il y a des suites à ces plaintes généralement? Est-ce que vous attendez des réponses plus fortes? Alors bien sûr, la première réponse, elle a été apportée par l'administration puisqu'elle a reçu la protection fonctionnelle qui lui était due. Il faut que maintenant la justice passe, qu'elle donne l'exemple et que malheureusement on les a multipliés. Il y a eu 3 agressions l'année dernière de collègues dans l'exercice de leurs fonctions dans la périphérie bastiaise. Basta. Il faut que l'administration soit derrière les collègues et je pense qu'elle l'est, mais il faut que la justice aussi frappe fort et prenne des sanctions exemplaires. Qualitaire Corse a lancé le 2 avril dernier l'indice pollen, un outil essentiel pour les personnes allergiques, développé en collaboration avec l'ensemble des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et coordonné par Atmo France. Cet indice fournit des prévisions quotidiennes des concentrations de pollen à l'échelle communale, couvrant le jour même, le lendemain et le surlendemain. L'indice repose sur la modélisation avancée qui combine des données météorologiques et des informations issues de la plateforme Copernicus. Il prend en compte 6 espèces de pollen particulièrement allergisantes, l'ambroisie, l'aune, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. Afin de mieux refléter les spécificités locales, Qualitaire Corse a choisi d'intégrer 5 espèces supplémentaires. Celles-ci sont regroupées sous la catégorie autres pollen qui inclut le châtaignier, le chêne, les cupressacées, le frêne et le noisetier. Pas de fusion, mais des convergences. Voici ce à quoi va aller la communalité d'agglomération de Bastia, les intercommunalités du Cap Corse, de Maranagolo et du Neibu Concadoro. Réunis à Bastia en présence du président de l'exécutif et vice-président de la CAB, Gilles Simeoni, les élus des 4 intercommunalités ont discuté pendant plus de 2 heures de 2 rapports, un plus sociétal et l'autre plus économique, dressant le tableau actuel de ces intercommunalités. Cumulées, celles-ci pèsent autant que la CAPA avec des finances plutôt saines. Et si la fusion n'est souhaitée par personne, tous s'accordent portant à dire que les coupes dans les dotations de l'État vont obliger à réinventer le fonctionnement de l'échelon intercommunal. C'est pour cela que Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, a proposé la création d'une instance purement consultative, le Conseil des intercommunalités. Celle-ci aurait pour objectif d'arrêter des positions communes sur des sujets transversaux aux 4 autres communautés de communes, comme les déchets par exemple. Oui, tout à fait. Alors, la situation économique globale, pas forcément la situation économique interco par interco, mais c'est vrai que nous allons vers des jours difficiles, c'est une réalité, et que nous avons besoin aujourd'hui, mais bien au-delà de l'aspect économique, d'un projet de territoire partagé, d'un développement harmonieux, d'un partage de la vision et de sortir de cette logique concurrentielle qui fait œuvre depuis maintenant des décennies et rentrer dans une logique de complémentarité avec des grandes thématiques, les déchets, la mobilité, l'économie, l'emploi qui seront partagés au travers de groupes de travail. Est-ce aussi une forme de réponse aux velléités de métropolisation de la CAPA par exemple ? Alors non, je crois que le président Domige l'a très bien dit. Dès le début de la mandature, nous avons travaillé ensemble, idem avec le Cap Corse. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ces échanges, mais c'est aussi la concrétisation d'un retour de la confiance et d'une situation financière de la CAB beaucoup plus sereine, voire très enviable, qui nous permet aussi de nous repositionner en locomotive, de redonner confiance aux autres territoires et de dire voilà, aujourd'hui nous avons l'ingénierie, nous avons des moyens, nous la mettons à disposition
par le biais de la solidarité de toutes les communes, tous les intercos, et nous allons travailler ensemble sur ce projet de territoire partagé complémentaire. Ce conseil des intercommunalités que vous avez annoncé ce soir, comment va-t-il fonctionner? Bien, écoutez, de manière très simple, première réunion avec les présidents. Chaque vice-président, vous le savez, dans sa délégation de compétences pourra animer les réunions, et 4 thématiques, je vous l'ai dit, économie et emploi, déchets et mobilité. Alors, sur ces sujets, mutualiser ces infrastructures, ça devient une priorité aussi? Une priorité qui est non pas un choix à proprement dit politique au niveau des intercos, mais qui est dicté aussi par les consignes de l'État en termes de financement et par le futur règlement d'aide à la collectivité de Corse qui va prôner des développements harmonieux sur le territoire et d'avoir des projets communs mutualisés et non plus des projets communaux qui viennent en concurrence les uns des autres. Certains élus, notamment de l'opposition, ont quand même l'impression que c'est le premier pas engagé vers une fusion. La fusion, vous ne l'écartez pas? Alors, je n'écarte rien. En revanche, je ne défends pas la fusion, puisque si les 4 présidents d'intercommunautés étaient à la même table aujourd'hui avec le président de l'exécutif, c'est bien parce que le respect des territoires, des spécificités, de la parole donnée. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet de territoire partagé, bien en dehors des frontières administratives et de l'aspect administratif. Nous ne sommes pas sur un aspect de fusion, d'absorption ou de changement de périmètre. Il est dommage que l'opposition aujourd'hui ait pris cette présentation d'études apolitiques sous un angle de campagne électorale. Ce n'était pas notre vision. On a entendu tout et son contraire. C'est un art de manier à ce point-là le tout et son contraire. On connaissait le verre à moitié plein, à moitié vide. Nous avons vu M. Morgan aujourd'hui le verre totalement vide, comme à son habitude. Mais je pense que c'était une intervention hors sol qui n'a pas été d'ailleurs comprise par les présidents, notamment le président Dominici. C'est regrettable de mettre je dirais la politique au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous sommes sur quelque chose de bien plus grand et nous devons être à hauteur des enjeux. Il s'agissait de Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB. Le contexte financier devenant de plus en plus tendu, des choix devront être faits. Et Gilles Simeone, il a clairement dit, le temps où la collectivité de Corse pouvait financer 2 COSEC, 2 centres culturels distants d'une poignée de kilomètres est révolu. Charge donc aux intercommunalités limitrophes d'accorder leur violon. L'occasion pour le président de l'exécutif d'aborder le vieux serpent de mer du nouveau port de commerce de Bastille. Alors que ce projet semblait être en rade, Gilles Simeone a annoncé qu'un projet détaillé serait bientôt mis sur la table. L'option du déplacement du port de Bastia vers le sud de la ville étant toujours retenue. Toutefois, le projet initial de port à la carbonite et son gigantisme sont de l'histoire ancienne, comme nous l'explique notamment Gilles Simeone. C'est un des aspects qui rend ce type de démarche, à mon avis, encore plus opportune. Ceci étant, ici, il y a eu un travail en amont qui a été fait. On discute bien d'un travail qui est mené à périmètre constant sur la base du volontariat, autour de compétences ou de projets qui mobilisent plusieurs intercommunalités. Je pense que la collectivité de Corse a vocation à regarder ce type de démarche avec intérêt et éventuellement à les soutenir et à les accompagner. En tout cas, c'est une piste de réflexion pour l'évolution du règlement des aides et bien sûr quelque chose à généraliser à l'échelle de la Corse tout entière. Notamment dans le cadre de la contrainte budgétaire que l'on connaît et qui malheureusement va perdurer quand on voit les finances de l'État, je crois qu'on a intérêt à réfléchir collectivement à la mutualisation des investissements, à porter des projets à l'échelle de territoires qui peuvent dépasser le territoire de communes ou d'intercommunalités pour avoir une pertinence et une efficacité les plus grandes possibles. Certains ont l'impression quand même, notamment Gilles Morgan, que ça pousse quand même pour une fusion. Est-ce que c'est ça au final l'objectif final? Non, je pense que la fusion c'est un stade ultime, mais dont on sait qu'il ne peut être atteint que s'il y a véritablement un accord unanime entre les parties. Là, on n'en est pas là du tout, on est simplement à périmètre constant, sur la base du volontariat, à identifier des thématiques et des problèmes qui sont mieux traités à l'échelle des intercommunalités regroupées que uniquement à l'échelon communal ou intercommunal. C'est le cas, par exemple, ça a été cité, des groupes de travail qui sont mis en place dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la mobilité ou encore de l'attractivité économique et touristique. Quand on vient à Bastia et qu'on s'exprime devant la ville de Bastia, l'intercommunalité, communauté d'agglomération de Bastia ou les intercommunalités voisines, la question du port revient de façon récurrente. Aujourd'hui, vous le savez, on a créé les conditions à travers notamment des études qui n'avaient jamais été faites dans le domaine environnemental, dans le domaine économique, dans le domaine financier. On a créé les conditions pour que le choix puisse être fait sereinement. J'ai dit pour ma part que j'étais tout à fait prêt à ouvrir ce débat pour qu'il soit débattu de façon démocratique à Bastia, à l'échelle de l'intercommunalité et des intercommunalités présentes ce soir, mais aussi à l'échelle de la Corse tout entière.
entière, puisque c'est un choix qui concerne la Corse tout entière. Petite question, en tant que vice-président de la CAB, il ne faut pas l'oublier, vous êtes encore vice-président de la CAB, selon vous c'est la bonne manière ce conseil des intercommunalités qui a été annoncé ce soir pour travailler? Moi je suis présent ce soir en qualité de président du conseil exécutif, donc comme je l'ai dit, forcément je m'intéresse à ce que fait la CAB et à ce que font les intercommunalités du Nebbio et Concador, de Maranagol et du Cap Corse en concertation avec la CAB, mais ceci étant, en tant que président du conseil exécutif, mon devoir et ma responsabilité sont de traiter de façon identique et bien sûr équitable l'ensemble des territoires de Corse. Il y a une initiative qui à mon avis est prometteuse, qui est prise ici. Je suis présent à l'invitation des élus qui portent cette initiative. Je répondrai de la même façon et avec le même enthousiasme si je suis invité ailleurs. Il s'agissait de Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse. L'opposition a écouté avec distance, voire avec méfiance, tout ce qui a pu être dit pour Julien Morganti, malgré les dires des uns et des autres. C'est bien une fusion en marche forcée qu'ambitionneraient les décideurs. On écoute Julien Morganti. On considère aussi que le bilan de la mandature en matière de coopération n'est pas à la hauteur des enjeux et la population n'attend pas une énième étude, elle attend des résultats concrets. Ce n'était pas le cas ce soir. Clairement, parce que ça a été présenté ce soir en conseil communautaire, il y a d'autres étapes de prospective, il y a des scénarios proposés qui ont été annoncés mais qui ne sont pas proposés. Donc on sent bien qu'il y a une gêne entre le discours et le document. Les prétextes économiques qui sont avancés par rapport aux dotations de l'État qui sont en baisse, pour vous, ils sont fallacieux au final ? Non, c'est une aide à la décision pour les élus, mais ce soir, ce document, au bout de 10 ans, parce que le dernier date de 10 ans, on reste au milieu de la réflexion et on ne tranche pas. Donc, ce constat, il est fait pour quoi, encore une fois? Il n'est pas fait pour régler les problèmes des habitants. Et c'est ça l'enjeu quand on est élu. Pour vous, quelque part, c'est un appel caché à fusionner? Ce soir, on est surpris d'avoir une étude qui ne dit pas son mot, qui est la fusion de 4 intercommunalités, de 48 communes. Clairement, ce n'est pas l'objectif premier et l'attente, je pense, des populations qui attendent des solutions en matière de transport, d'économie, de schéma, de cohérence territoriale. Et à aucun moment, on a parlé de ces thématiques qui sont le quotidien des gens. Pour beaucoup de femmes victimes de violences, les professionnels de santé constituent souvent le premier contact à qui elles peuvent enfin parler. En Corse, les chiffres estimés de ces femmes victimes varient entre 1084 et 1800 par an. Face à ce constat, la RS de Corse et les établissements hospitaliers se mobilisent pour renforcer l'identification des violences et faciliter l'accès à une prise en charge globale des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles ou sexistes et proposant une réponse adaptée. La Corse verra ainsi l'ouverture officielle de maisons de femmes santé avec des équipes au complet du 1er juin 2025, le temps de recruter et de former les personnels. Un accueil sécurisé, confidentiel et adapté à chaque situation. Il sera ainsi proposé à ces familles un accompagnement médical individualisé par des professionnels spécifiquement formés, un soutien psychologique et social en lien étroit avec les services hospitaliers, les associations, les collectivités locales, un accompagnement juridique facilité par des permanences associatives d'aide aux victimes et enfin la possibilité de déposer plainte directement sur site grâce à la coordination des structures hospitalières. Nous sommes le mardi 8 avril 2025 en Corse, jour de la Sainte Julie. Le ciel est variable à très nuageux en Haute-Corse. Néanmoins, les précipitations seront rares et localisées. Encore du sud sur la façade occidentale de l'île, notamment les éclaircies, les passages nuageux alterneront. Ces derniers seront parfois denses, donnant un ciel couvert. Quelques ondées sont possibles, notamment dans l'intérieur. En soirée, le ciel sera moins chargé de nuages. Le vent est faible et les températures sont douces. 20 degrés, ce sera le maximum pour Ajaccio, ou 18 à Bastille et à Propia, 17 à Calvi, Lise ou La Corti, 16 à Portivete, Boniva, de Sartec, 15 à Vic, Pietral, Bazzic, Cavou, 14 à Cervioni et 11 à Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé, vous écoutez Radio Alta Briguanza, je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous pour le flash tout à l'heure à 10h30. Buona mattinata e a dopo.